Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes livres préférés de 2022. J'ai bu beaucoup de café, alors désolée, je suis un petit peu surexcitée, mais je vais vous parler de mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 favorite books of the year. Cette année, pour l'instant, on est en novembre et je crois que j'en suis à 92 livres sur Goodreads. Mais bon, j'ai inclus quelques romans graphiques et quelques albums jeunesse, donc c'est pas très juste comme compte. Si on compte que les romans, ça fait beaucoup moins. Si on compte les romans plus les recueils de poèmes, ça fait un peu plus, mais tout de même, c'est pas 92 quoi. Mais bon, je me dis que je compte à peu près tout ce que je lis, c'est plus simple pour ça. Bref. Anyway. Alors, je vais pas vous parler des livres dans un ordre en particulier parce que si je devais refaire l'ordre de lecture, ça prendrait beaucoup trop de temps. Je vais juste parler comme ça de quelques livres que j'ai beaucoup aimés de cette année parce que au début je voulais faire un wrap-up tous les mois, sauf que ça n'en est pas arrivé parce que j'ai complètement arrêté à partir de, je crois que c'était avril. Je vais vous parler de mes livres préférés de cette année pour l'instant parce qu'il reste 2 mois encore et beaucoup de choses peuvent se jouer en 2 mois. Donc, le premier livre dont je vais vous parler, c'est I'm Glad My Mom Died de Jennette McCurdy. Jennette McCurdy, Jennette, l'actrice qui joue Sam dans iCarly. J'ai jamais vraiment regardé iCarly quand j'étais plus jeune, juste peut-être quelques épisodes à droite à gauche à la télé, mais c'est tout. Du coup, je suis allée dans ce mémoire un peu à l'aveugle. Je savais que ça traitait de sujets comme être un child actor et un peu comment sa mère l'avait malmenée durant sa jeunesse jusqu'à ce qu'elle, enfin pour un peu la shape et la former à être une actrice parfaite, tout ça. Donc je connaissais que ses bases et j'ai pas du tout été déçue. Franchement, j'avais peur d'être perdue vu que j'avais pas les références d'iCarly, mais c'était pas nécessaire finalement parce que son témoignage à elle est beaucoup plus fort en fait et se repose pas seulement sur si on a déjà vu la série ou pas, si on est fan de la série ou pas. Elle témoigne de plein de choses terribles en fait dont on ne se rend pas compte comme ça, mais dont les enfants acteurs à Hollywood ou aux États-Unis, je pense même en France ou même dans des autres pays en fait, des choses qu'ils subissent qui sont c'est horrible. Et non, c'était une excellente lecture. Une excellente lecture. J'ai écouté l'audiobook, donc en plus c'était son témoignage à elle, de sa voix. C'était très émotif, parfois. Émotionnel, émotif. Je sais pas. Et non, j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré. Si vous avez l'occasion de le lire, foncez. C'est génial, franchement. C'était une merveilleuse expérience. Trigger warning pour anorexie, pour abus envers des mineurs. Enfin voilà, il y avait plein de thèmes abordés, mais c'était vraiment, je pense, une lecture très enrichissante au niveau du témoignage. Je ne l'oublierai jamais ce livre, mais ouais, trop bien. Enfin, en plus, c'est tellement bien écrit. Jeannette a vraiment un talent fou pour l'écriture. D'ailleurs, je veux qu'elle avait signé un contrat pour écrire de la fiction. Ça va être génial parce que elle est trop forte en fait. Elle n'a pas eu assez d'opportunités pour écrire ses propres épisodes d'iCarly. Elle en parle dans le livre. Mais quel talent perdu parce que vraiment, là c'est tellement bien qu'elle écrive des romans parce que elle est trop talentueuse. Vraiment, vraiment très talentueuse. Ensuite, je vais vous parler de Kafka on the Shore de Murakami. Alors, cette année, j'ai eu un awakening. J'ai eu une révélation. J'ai découvert Murakami en tant que lecteur, du coup, parce que je n'avais jamais lu Murakami avant. Je l'avais toujours entendu parler comme le male manipulator. Enfin, pas male manipulator, mais genre les livres un peu les livres un peu pervers et écrits d'une manière très masculine. Et du coup, j'ai jamais vraiment eu d'intérêt pour ces livres jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo d'une personne absolument merveilleuse que j'adore qui a posté une vidéo tier ranking de Murakami. Et du coup, j'ai décidé d'aller avec le plus connu. En fait, j'en avais acheté 2 en février. J'avais acheté Kafka on the Shore et Norwegian Wood, qui sont là, dans ma bibliothèque, juste ici. J'adore ces éditions, elles sont trop bien.
Et du coup, j'ai décidé de lire Kafka Undershore en premier parce que c'est celui qui avait les meilleures revues et je me suis dit, on va se la jouer safe. Et en fait, quelle erreur n'ai-je pas faite? Je suis tombée dedans, mais les pieds dans le plat, ça se dit. Je suis tombée dedans direct. C'était fantastique, c'était fascinant. Son écriture est hypnotisante, vraiment. J'ai adoré Kafka Undershore. L'intrigue est folle. C'est un petit garçon, Kafka, qui s'enfuit de sa maison pour fuir le plus loin possible de son père. Et il y a en parallèle de ça, il y a l'histoire d'un vieux qui s'appelle Naka... Nakata. Nakata peut-être. Et qui est un peu particulier. Il lui est arrivé un truc très bizarre quand il était plus jeune qui lui a fait perdre beaucoup de ses... Pas de ses neurones, je crois qu'il explique ça comme ça. Je sais vraiment pas, je pourrais pas vous dire. Et il peut parler au chat. Et en gros, leur destin va se croiser. Et un peu plus tard dans le livre, mais en fait on suit un peu leur journey à tous les deux. Et c'était fantastique. Enfin, moi j'ai adoré. Ça m'a rappelé un peu The Starless Sea au niveau des vibes, du magique, enfin du magical realism. C'était très similaire à The Starless Sea pour ça, de Rin Morgenstern. Mais j'ai adoré, vraiment. Quel sublime livre. Du coup, après, évidemment, j'ai continué avec Norwegian Wood et avec... j'ai lu quoi d'autre? J'ai lu South of the Border, West of the Sun. Et là, maintenant, je vais lire Sputnik Sweetheart, qui est là. Et The Wind Up Part Chronicle, qui est là. Et j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Euh, du coup, peut-être que l'année prochaine, je vous parlerai de mes tous les livres Murakami que j'ai lus. Parce que je pense que je vais charbonner. Parce que c'est trop bien. Voilà. Ensuite, j'ai lu The Feeling of Falling in Love de Mason Deaver. Alors, il faut savoir qu'un de mes livres préférés sur Terre, c'est I Wish You All the Best de Mason Deaver, du coup. Et j'avais lu aussi The Ghosts We Keep l'année dernière quand Yale avait publié son deuxième livre, donc The Ghosts We Keep. Et là, Mason Deaver a sorti son troisième roman qui s'appelle The Feeling of Falling in Love, qui est paru en août, juste au moment où j'ai rejoint la librairie anglaise à laquelle je travaille. Et c'était une révélation ce livre. Et je l'ai pris en e-book et en audiobook et je l'ai lu en genre 2 jours. C'était tellement réconfortant. C'était l'histoire YA que j'avais besoin de lire à ce moment-là. On suit une personne transmasque qui est très privilégiée, qui est d'une famille riche, tout ça, mais qui a des problèmes avec sa famille. Il doit aller au mariage de son frère. Et pour ça, il vient tout juste de rompre avec... Enfin, c'est pas vraiment une rupture parce qu'ils n'ont jamais vraiment été ensemble, mais en gros, il a un ami, with benefits, qui connaît depuis son enfance. À un moment, il dit, bon, j'en ai marre, je vais pas le ramener... Enfin, pour le rendre jaloux, parce qu'il savait très bien qu'il allait être aussi invité au mariage, vu que c'est des amis de la famille, tout ça. Pour le rendre jaloux, je vais demander à mon coloc de chambre de faire genre qu'on est ensemble. Eux, ils vont tous les deux à ce mariage, fake dating, etc. En échange de l'accompagner au mariage, il promet de l'argent à son coloc parce que cette personne du coup est beaucoup moins riche que le personnage principal. Et voilà. Et du coup, ça va se dérouler un peu comme ça. Et c'était vraiment un énorme câlin ce livre. C'était tout ce que j'avais besoin de lire à ce moment-là. Il était fantastique. Ça parle de thèmes hyper cool pour du YA en plus. J'ai un personnage transmasque qui est hyper privilégié, donc hyper privilégié dans sa transition et tout. On suit un personnage secondaire dans son intérêt amoureux, non-binary, en plein discovery, et qui n'a pas les moyens financiers de quoi que ce soit finalement. Non, j'ai trouvé ça génial. Il y a plein de thèmes dans ce genre-là abordés sur les différences de classe et tout, les privilèges. Maintenant, j'ai trop passé un bon moment avec eux et je pense que celui-ci va être peut-être même surpassé I Wish You All the Best parce que j'y pense beaucoup. J'adorais ce livre. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'un livre, genre c'est un peu une mention honorable puisque pour le coup c'est pas un de mes genre 5-star coups de cœur du monde entier, mais c'est un livre qui est resté avec moi pendant pas mal de temps. Au début de l'année, j'ai habité encore dans ma ville de province et j'étais dans j'étais dans ma première année d'études et j'allais à Paris uniquement une semaine par mois ou genre tous les 2 mois ou 2 semaines par mois, enfin très régulièrement pour les cours. Et il y a eu ce truc
où en gros la phrase Paris est une fête est restée avec moi pendant très longtemps. Je n'avais jamais vraiment réfléchi à de où cette phrase venait, Paris est une fête. C'est juste que du coup, à chaque fois que j'étais à Paris, j'étais en mode Paris c'est la fête, Paris c'est une fête, parce que Paris c'était vraiment les seuls moments où j'étais vraiment bien, à l'aise, confortable, et que je passais un excellent moment dans ma vie. Parce que c'était assez compliqué dans mon ancienne vie, on va dire. Du coup, j'ai déménagé à Paris au mois de juin, enfin juillet. Et j'ai commencé dans un nouveau boulot, j'ai commencé ma deuxième année d'études. Et maintenant je suis à Paris full time. Et du coup j'ai décidé de lire le livre Paris est une fête. Je connaissais que le titre en anglais, c'était A Movable Feast de Ernest Hemingway du coup. Sauf qu'en fait en français c'est Paris est une fête. Et j'avais jamais fait le lien entre les deux. J'avais jamais vraiment connecté les two dots en mode c'est le même livre. Du coup j'ai acheté Paris est une fête en français parce que je voulais le livre avec le titre Paris est une fête. Et je l'ai lu. Et c'était un peu un éclair de génie en mode de lire ça au moment où je déménageais sur Paris, parce que j'étais en mode c'est trop bien, Paris c'est la fête, vraiment Paris c'est la fête. Alors que le livre traite pas forcément de Paris est une fête, genre il fait pas la fête dedans, il va dans des cafés, il boit du vin et il écrit des livres. C'est vraiment ce que fait Ernest Hemingway dedans. Il y a un peu de drama avec F. Scott Fitzgerald aussi, c'est pas mal, mais c'est tout quoi, c'est pas vraiment. Il parle pas vraiment de. C'est pas en mode des fêtes en mode Gatsby quoi. Euh, c'est une bonne comparaison ça. Ouais. Mais bref, super livre. J'ai trop aimé mon expérience et je pense que c'est un classique très sympa à lire. Euh, un peu en mode diary entries. J'ai trop aimé. Ensuite, je vais vous parler d'un livre qui a été traduit très récemment en français aux éditions Libertalia. Euh, Trop bien qu'il soit traduit parce que franchement j'avais aucun espoir. Ça s'appelle Detransition Baby de Tori Peters. C'est un livre qui parle de le fait d'être mère, de la motherhood en général, et aussi du fait d'être une femme trans qui désire être une mère et qui ressent le besoin vital d'être une mère, genre en tant que réel craving, en tant que réel but. Voilà. Donc on suit 3 personnages dans ce livre. Le premier personnage principal, c'est une femme trans qui, elle, du coup, rêve d'être mère et qui va se faire un jour contacter par son ex qui s'appelle Ames, qui était une ancienne femme trans mais qui a détransitionné depuis et vit en tant qu'homme maintenant, enfin désormais en tant qu'homme. Et du coup, Ames va être en couple avec une femme biracial, blanche et asiatique. C'est un peu important parce qu'il parle aussi beaucoup de racial, des différences entre le traitement qu'ils ont, vu que Ames et le personnage principal, dont j'ai oublié le nom, sont blancs. Ames va mettre enceinte sa copine et va devoir lui annoncer que il se sent pas prêt d'être père parce que même s'il a détransitionné, il se voit pas être une figure parentale en mode un père. Que son identité est très floue et que c'était avant une femme trans, chose qu'elle ne savait pas. Et du coup, ils vont appeler le personnage principal, dont j'ai oublié le nom, c'est pas grave, pour essayer à trois, élever éventuellement cet enfant et se préparer à la naissance en fait de cet enfant-là. Parce que Ames se dit, ouais, bah, elle a toujours voulu être mère et tout, et la seule personne qui pourrait m'aider, c'est elle, quoi. Du coup, tous les trois, il va y avoir des discussions hyper intéressantes. Le roman se passe en semaine de pregnancy. Et voilà. Non, je l'ai trouvé fantastique ce livre. Il est traduit maintenant, donc foncez. Si vous ne lisez pas en anglais, go for it. Enfin, genre vraiment, il est tellement bien. J'ai beaucoup aimé, je l'avais dévoré à l'époque. Et tellement ravie qu'il soit maintenant accessible en français. Alors, je vais vous parler aussi d'un livre qui est, je sais pas si c'est de l'ado ou de l'enfant. Non, c'est pas de la jeunesse. Je sais pas si c'est de l'ado ou de l'adulte. C'est un livre qui s'appelle Astral Season, Beastly Season, dont j'ai des vagues souvenirs.
en fait, mais je me rappelle de m'être éclatée et de m'être dit waouh, mais quel livre trop bien, quelle super expérience, qu'est-ce que c'est trop bien fait. Ça m'a rappelé d'autres romans japonais que j'avais lus du genre Kitchen. Kitchen, j'avais jamais fini d'ailleurs, mais genre Kitchen, genre Convenience Store Woman. Non, Cursed Bunny, c'est coréen. Un peu dans le même genre. Un peu des trucs décalés. Romans courts asiatiques décalés. Et du coup, Astral Season, Beastly Season parle deux garçons qui sont absolument fans de cette idole de J-pop. Et un jour, cette idole de J-pop va tuer et démembrer son petit copain. Et ces deux garçons, ils sont tellement fans d'elle qu'ils vont faire croire que c'est eux qui l'ont fait, qui ont commis le meurtre. Et du coup, ils vont se mettre à faire d'autres meurtres dans le même style pour que elle soit hors d'affaire et que eux récupèrent le flambeau. Et je trouvais ça complètement fou. C'est un court roman dont la couverture est magnifique. Mais pour le coup, c'était complètement fou et perché. Mais j'ai passé un excellent moment de lecture et vraiment très très bon souvenir de ce livre. Mais ouais, très très bon moment, très très bon souvenir. Je me recommande si vous voulez lire des trucs perchés. C'est extrêmement perché et j'ai adoré. Et le dernier livre dont j'ai à vous parler pour l'instant, c'est Crying in H. Mart de Michelle Zauner, qui est un autre mémoire. On commence avec un mémoire, on finit avec un mémoire, si c'est pas beau ça. Qui raconte l'histoire de Michelle Zauner, c'est la chanteuse de Japanese Breakfast, qui est d'ailleurs géniale, que j'ai découvert grâce à ce livre. La personne qui m'a donné envie de lire ce mémoire, c'est Tara. Tara a toujours de trop bonnes recommandations de mémoire. Du coup, j'ai lu en lui faisant totalement confiance. Et du coup, Crying in H. Mart parle de Michelle Jenner qui est biracial aussi. Son père est américain, sa mère est coréenne. Et en fait, elle perd sa mère dans un cancer. Et elle va se rendre compte qu'en fait, le lien le plus fort qu'elle avait avec sa mère, c'était à travers la nourriture. Et du coup, elle va essayer de récupérer et de cope avec sa mort et avec la perte de la moitié de son identité asiatique à travers cette nourriture et à travers les plats que sa mère lui cuisinait, à travers les petites attentions, parce que la manière dont sa mère lui montrait de l'amour, en fait, c'était à travers de l'attention comme ça, à travers la nourriture, parce qu'elle n'était pas très expressive autrement. Et j'ai trouvé ça très touchant, très bien écrit. Pour le coup, ça, je trouve, enfin personnellement, j'en suis pas du tout, enfin je vis pas du tout ça. Je suis white, je n'ai aucune expérience de ce genre, mais j'ai trouvé qu'elle avait vraiment réussi à décrire merveilleusement bien ce sentiment en fait de perdre la moitié de son identité à la mort d'un parent parce que ce parent portait la moitié minoritaire d'elle-même, si ça fait sens. Maintenant que sa mère coréenne n'est plus là, elle a que son père américain, donc blanc. Voilà. Et je l'ai trouvé fantastique, merveilleusement bien écrit. Je l'ai déjà dit, mais voilà. Et ouais, je le recommande énormément. Il a eu un très très bon succès ce livre et franchement, trop bien. Pareil, I'm Glad My Mom Died et Crying in H. Mart, je trouve que c'est des mémoires qui ont un peu dépassé les barrières de la communauté un peu niche dans laquelle ils appartenaient de base. Parce que I'm Glad My Mom Died, c'était vraiment genre iCarly, l'actrice d'iCarly, waouh! Et Crying in H. Mart, c'est vraiment la chanteuse de Japanese Breakfast. Mais ça aborde des thèmes tellement plus lourds et importants et tellement plus importants et que c'est qu'ils aient dépassé un peu cette target audience. C'est génial, moi je les connaissais pas et maintenant j'ai appris tellement de choses en lisant leur mémoire que non, je trouve ça trop chouette en fait. Du coup, c'est tout pour moi. Je vous ai parlé de tous ces livres-là. Je vous ai pas parlé de poésie parce que sinon ça rajouterait trop de titres et je pourrais faire une vidéo sur mes recueils préférés si vous voulez. Mais voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, moi, ça fait trop plaisir de vous avoir retrouvé pour ça. Dites-moi si la qualité vous plaît avec le micro dans la main. C'est un peu pas pratique, mais bon, c'est comme ça que j'ai trouvé que le son fonctionnait le mieux avec mon téléphone tout pourri.
passez une excellente journée, une excellente semaine. Plein de courage pour cette fin d'année parce que Dieu sait que la seasonal depression est là. Ce n'est pas fun. I get you, my friend. Euh, je vous embrasse fort et je vous retrouve dans une prochaine vidéo très rapidement. Bye bye.